Omeyyades et Hachimites. Oui, Lorsqu'on a transporté les 300 quintaux envers Othman ibn Affan. Othman ibn Affan, en arrivant à Othman, il y avait Ali et Othman. Chaque bloc, le bloc des Hachimites, voulait être du côté de Ali et le côté Omeyyade, il était vers Othman ibn Affan. mais c'est assez surprenant. C'est là où il y avait le différent. Alors, deux points. Du coup, je réagis à deux points. On a cassé l'histoire hachimite. On a donné la conquête à l'histoire omeyyade. Alors, du coup, je réagis sur deux points. J'ai complété une phrase. Allez-y. Et puis, les Français, lorsqu'ils avaient vers 1872, mais vers 1907-1908, on était allé à faire l'archéologie en cherchant donc le temple de Uqba, si on veut, Zarih, la tombe. Et lorsqu'on a creusé à l'intérieur, on n'a pas trouvé un petit peu ossement. Il n'y a pas des ossements. Il n'y a pas un osseau. Il n'y a rien de vide. Et on a antérieur. Et voilà, c'est la question qui reste. Ok, je voudrais répondre d'abord. Je saute sur. Mais même si on accepte je bondis. Bah oui, je bondis parce que ça y est, vous avez parlé. Même si j'admets l'idée qu'il y a plusieurs Aqba, mais ce qui est assez surprenant, c'est que le nom de Aqba a été donné à l'endroit où il est mort. Oui. À Tehouda. À Tehouda, pas très. Le pourquoi. Laissez-moi. Vous avez parlé, je peux parler moi. Oui. Voilà. Et puis, vous avez parlé, donc c'est assez surprenant, hein, on ne donne pas ce nom. Il faut peut-être faire une petite étude là-dessus, mais c'est assez surprenant de voir qu'il s'agit d'une autre personne. Moi, je m'interroge. En outre, quand vous parlez de réduire le grand conflit entre les différents, qui a suivi la mort du prophète à 300 kilos d'or, moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée. Alors là, pas totalement. Pas totalement. Vous réduisez ça, vous réduisez ça à une simple affaire matérielle. Or, le problème est beaucoup plus profond. C'était une volonté de la tribu des Quraysh de reprendre l'initiative politique et de reprendre le pouvoir qui leur a échappé depuis un moment. On retrouve toujours cette problématique. Pour partir sur une autre idée, moi je rebondis à chaque fois, j'essaie de donner une idée, une réflexion à partir de l'histoire. Donc on a là un comportement des armées musulmanes et qui au début n'était pas très clair et même quand les tribus berbères ont commencé à adhérer à l'islam, et quand on adhère à l'islam au début, c'est beaucoup plus par intérêt. Et surtout, l'adhésion à l'islam n'était pas individuelle. Elle était quand le chef d'une tribu adhérait à l'islam, la population ou bien ses sujets le suivaient. Donc, c'est jamais une adhésion massive à une prédication. C'est pas parce que je suis venu vous dire qu'il y a une nouvelle religion adhérée. Le berbère lambda, il va pas dire j'y vais. Si son chef ne dit pas il faut y aller, il n'y va pas. Donc, c'est la conversion à la religion passe toujours par un chef. Par le chef et ensuite le groupe. Et souvent, la conversion vers une religion se faisait quand la pression fiscale était importante. Quand le chef suffoquait sous la pression fiscale qu'on lui imposait, il se dit je me convertis et je suis tranquille, je ne vais pas payer double fiscalité entre le jizya et autre chose. Donc, alors du coup, ils se convertissent. Donc, l'idée que certains puissent, ou bien il faut éclairer cette idée-là. La conversion n'est pas une affaire d'individu, c'est une affaire de chef. Ça a toujours été comme ça. On se convertit, quelqu'un amène. Donc, on a vu même à travers, quand la kahina, à la fin de la discussion, ça, c'est un fait
qui a été rapportée par beaucoup d'historiens, quand à la fin, elle s'est dit, je suis battue, je demande à mes enfants, à mes garçons de se convertir à l'islam, on voit bien que la conversion, c'est toujours quand le chef abdique. Il faut donc cette idée-là, c'est bien de le dire, de la transmettre pour que les gens ne puissent, n'imaginent pas que les conversions s'étaient faites autrement, que les conversions s'étaient faites individuellement. Même à l'époque chrétienne, quand les Berbères se convertissaient, c'était le chef qui demandait la conversion. C'est jamais un groupe, un individu. Vous imaginez que moi, dans ma tribu villageoise ou dans mon truc, je suis un Berbère lambda, je vais me convertir, mais je suis mal barré. Je suis totalement barré, je suis exclu du groupe. C'est le groupe qui donnait le sens à l'individu. Donc, et l'individu autant que individu n'avait pas de sens en dehors de son groupe. Donc, c'est une idée sur laquelle il faut insister parce que les gens peuvent s'imaginer que la conversion est individuelle. C'est très rare, une conversion individuelle. Voilà, ça c'est un point sur lequel je voulais intervenir. Oui, monsieur. Non, je voulais juste dire que c'est exactement ce que j'avais pu observer à propos des conversions antiques au judaïsme, à savoir qu'effectivement, ce sont des conversions tribales. Hein. À partir du moment où le chef se convertit, ces subalternes, moi je sais pas si vous m'entendez bien, ces subalternes se convertissent également. L'effet de la polygamie doit également accélérer l'adhésion à une nouvelle religion. Voilà. D'ailleurs, pour ce qui concerne le judaïsme, c'est probablement ce qui est à l'origine de noms comme Lévi, Cohen, qui sont des titres religieux et qui ont donné non pas à un individu, évidemment, et à sa lignée, mais à toute une fraction tribale. Très bien, merci. Une autre question? Oui, je voulais revenir sur une autre question aussi qui m'a paru extrêmement importante dans le rôle qu'a joué Moussa Ben Nosser. Moussa Ben Nosser qui était un général, vous avez tous entendu parler de ce monsieur, c'est lui qui à la fin arrive et qui part de l'est à l'ouest en disant il a militairement il a pacifié certaines tribus qui au début n'étaient pas n'adhéraient pas à l'islam d'une façon totale parce qu'ils ne la connaissaient pas, mais ils adhéraient au langage qu'on lui proposait. Ils adhéraient aussi au fait de participer avec les armées musulmanes pour accéder au butin. Ça, c'est comme on a vu que les Beni Nassan au Maroc ont joué un rôle très important quand ils ont accepté de se ranger derrière les armées qui allaient de l'autre côté combattre, de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, ce Moussa ibn Nosser était un général qui a été un peu odieux au sens propre du terme. L'histoire nous laisse un homme pas très sympathique au sens propre du terme. Et c'est lui qui était au service de son prince, de son sultan Omeyyade, et c'était à l'époque d'Abdelmalik ibn Marwan. Donc, c'est Abdelmalik ibn Marwan, il demandait à Moussa ibn Nosser de lui envoyer des femmes. C'est comme ça que nos ancêtres femmes berbères ont fini dans le harem de Damas par centaines et par milliers. Donc, et expédiés voilà, et qui sont probablement les arrière-grands-mères de beaucoup de Syriens et beaucoup de gens. Alors, et on a le calife lui a envoyé une lettre. Dans une lettre envoyée au successeur de Moussa ibn Nosser, donc il lui a envoyé, le calife lui demande d'envoyer des femmes belles à voir. Je cite, je lis, je suis en train de lire. Des femmes belles à voir et qui captent les cœurs. Le calme d'esprit, les cheveux longs, la race pure, les yeux amusés, les joues lisses, les petites bouches, les beaux visages, le corps vibrant, la taille moyenne. Il lui a décrit les femmes
il lui a décrit le prototype de femme à envoyer. Ceci dit, voilà, ils ont fini dans les harems d'Égypte. Et je vais vous raconter un peu, si vous me le permettez, comment aussi, et à un moment, les Berbères, on avait ras-le-bol du comportement des Arabes qui, bien que convertis à l'islam, ils essayaient, ils les taxaient, ils les surtaxaient. Voilà, ils les surtaxaient et ils les considéraient comme des citoyens de seconde zone. À partir de là, nous avons, comment s'appelle-t-il, nous avons, je fatigue, hein, parce que vous m'avez laissé à la fin, je fatigue. Comment des tribus berbères de Tanger qui s'appelle, d'ailleurs on lui donne le nom Al-Haqir, parce qu'il a revendiqué, on lui donne le nom Al-Haqir. Maïsara al-Madrari, qui était un berbère de Tanger, de la côte, qui était, disons, la côte atlantique. Après, on verra comment il a construit le Barghouta. Mais Maïsara al-Madrari, il va à Damas. Il va à Damas avec une délégation et qui demande, et le Mas'oudi raconte ça d'une façon très précise, cette histoire. Il lui dit, mais monseigneur, pourquoi tu nous maltraites alors qu'on participe à ta guerre et que toi, tu veux obtenir et il fallait éventrer les brebis pour prendre la laine de brebis avant sa naissance et tout. Et c'était une grosse vexation qui a donné naissance à la fameuse révolution berbère du 8e siècle sous l'égide ils étaient chiites, en fait, suffrites. C'était Asfari, comme on dit, les suffrites. Et ils avaient adhéré à la théorie. J'ai sauté un peu l'histoire des Kharidji, des Fatimides, je l'ai sauté. Mais c'était la tendance suffrite chez les Madrari. Et ces gens-là, c'est la tendance suffrite. Les autres étaient Kharidji. Ils l'envoient, ils se battent et ils ont fait une révolution au sens propre du terme. Ils ont chassé tous les Arabes du centre de pouvoir. Ils les ont presque amenés jusqu'à Kairouan. Et ils ont échappé bas. Donc il y a eu ce qu'on appelle la révolte du 8e siècle et qui a fini par créer plein de petits États, entre autres de la fameuse tribu de la confédération des Barghouta. Oui, monsieur Hamd, c'est vrai que Maïsara était en l'année 740. 740, je parle. Oui, 40. 8e siècle. Et c'est les guerres qui s'étaient déroulées au grand sens entre Maroc et l'Asnam, et beaucoup plus du côté de l'Asnam, en Algérie, qu'il y avait beaucoup de ces guerres-là. Mais revenons un peu à une question qui était le butin. Toujours, et comme par hasard, à travers les siècles, tous les envahisseurs qu'on aime appeler conquérants, et tout le monde aime dire la conquête par erreur, de dire que ce soit romaine, byzantine, arabe, musulmane, française, turque, tout le monde dit conquérant et tout le monde était envahisseur envers le Maghreb. C'est tout le monde qui était envahisseur. Envahisseur, ça veut bien dire pas colonisateur. Et le dire de colonisateur aussi, qui n'a jamais justifié à 100%, sauf une petite partie, en la romanité, dans le sens romain. On vous prend vos terres et ce n'est pas une colonisation. Permettez-moi, monsieur. Voilà. Permettez-moi de dire mon point de vue, monsieur. Oui. Donc, il n'y a que les Romains et les Français qui avaient édifié, quelque part, un bon sens civilisationnel, mais aussi avec de la merde, avec des guerres, avec l'appauvrissement et avec la préporisation et de tout. Comme tout colonisateur à travers la planète. On parle de concurrents. Et je veux dire par ça, je veux dire que le butin, le tribut,
qu'on a imposé à Carthage par les Romains et ailleurs, c'est le même que les Arabes musulmans avaient utilisé au Maghreb. Tout à fait, tout à fait. Donc, on n'est pas sorti encore de la merde vitale pour le sens spirituel. Le spirituel de conviction n'est jamais conjugué à 100% dans le verbe. Ce n'est qu'un dire. Mais dans la vérité palpable, toujours il y avait un profit matériel qui tient dans le fond des envahisseurs. Oui, revenons maintenant. On parle le même langage. Nous sommes en train de se comprendre. Non, c'est le mot colonisation. Je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. D'accord, sur une partie peut-être. Si je me trouve dans l'erreur, je vais me corriger. Mais quand même, je dis mon point de vue. Je donne mon point de vue. C'est une affaire de concept. J'ai dit que les Romains et la France, seuls sur l'ensemble colonisateur du Maghreb, qui avaient fourni, qui avaient bâti, qui avait fait quelque chose c'est vaste. Lorsque je dis quelque chose, c'est pas minime. Mais quand même, avec l'apport négatif et les rapports, il y avait beaucoup aussi de merde. Laissons ça à part. Revenons à ce qui, c'est juste pour justifier que les Arabes, dans leur merde, n'étaient pas seuls. L'ensemble des envahisseurs avaient fait ça. Mais ça justifie pas. Cela ne justifie pas l'acte. Cela ne justifie pas l'acte négatif, néfaste qu'on a reçu. C'est des coups de balles, c'est des coups de merde à travers l'histoire. Notre histoire est comme rasée d'existence. Et maintenant, on ne peut se réhabiliter qu'à travers déterrer nos cadavres. Pour déterrer les cadavres, déterrer nos cadavres, il faut aller par l'archéologie, la science et la technologie à fonder quelque chose de justifiant scientifiquement pour rebâtir et reconstruire et redonner, au moins protéger, préserver le restant. Protéger le restant. D'accord. Alors à ce moment-là, de ce que vous dites, je vous rejoins à un taux énorme. Bien sûr, on peut se différer sur un petit point, mais le reste. Il reste le pourquoi, aussi bien le pourquoi qu'on n'a pas expliqué. Le berbère qui se trouvait lui-même, chaque fois, trompé comme un morceau de pain dans le lait, chaque fois trompé par les étrangers qui arrivent. Une fois les musulmans arrivent, l'islam est bon, le bon Dieu ne veut que du bien pour le paradis, les berbères se donnent cœur et foi. Mais non, c'est pas, attaquer le frère. C'est pas aussi simple que ça. Ceux qui sont venus avec Uqba, avec Ubaydallah, avec Abdullah ibn Abi Sarh, une grande partie était berbère. Ce n'est pas aussi simple que ça. Moi, je fais la différence. Si vous me permettez, après, je ne vais pas tarder, Julien Cohen-Latin, je vous donnerai la parole. Je fais la distinction entre la conquête militaire et la conquête religieuse. Ouais. La conquête militaire a été beaucoup plus rapide que la conquête religieuse. Et il faut il faut pas être naïf quand on étudie cette histoire. Il faut pas être naïf de croire que les Berbères sont au jour au lendemain devenus musulmans et de grands défenseurs de cette religion. Il ne faut pas être naïf. Il fallait beaucoup de temps avant que les premières approches religieuses ne deviennent une vraie conquête spirituelle. Il fallait vraiment beaucoup de temps. Croyance en une foi religieuse. En tous les cas, même avant leur islamisation, bien des tribus berbères ont accepté de faire la guerre dans les rangs des Arabes. Même avant leur islamisation, ils ont accepté de faire la guerre dans les Arabes. Pour de l'argent et pour le butin, on a vu ça. Et avoir un salaire, hein. Des mercenaires, c'était des mercenaires. Comme les berbères au temps des comme les berbères au temps première guerre punique, c'était des mercenaires. Et on s'en payait un salaire. Donc on voit, la conquête de l'Espagne a été créée, par exemple, la conquête de l'Espagne a créé plus de liens entre les berbères et les arabes. Le fait d'être conquis, il a créé des liens, cette conquête. Il faut comprendre qu'au 8e siècle, la religion musulmane ne ressemblait pas à la religion qu'on a aujourd'hui. Il fallait attendre un peu plus tard pour que la religion musulmane s'installe et qu'elle devienne vraiment la religion théologique. Il fallait attendre le 9e, 10e siècle, les 4 écoles théologiques. C'est la théologie qui a construit la religion.
c'est les théologiens qui ont construit la religion. Ce n'est pas le corpus, c'est les théologiens qui ont construit. Donc, au 8e siècle, la religion n'était pas, même l'arabe lui-même, il ne s'écrivait pas. L'arabe n'avait pas encore fini son développement. La langue arabe n'avait pas encore fini son développement. Sur le plan diacritique, même shekl, sur le plan vocalique, l'arabe même à cette époque-là n'avait pas encore terminé son développement. Donc, c'est-à-dire que l'islam que nous connaissons aujourd'hui, ce n'était pas l'islam de ce 8e siècle auquel les Arabes étaient confrontés et qu'on leur a proposé. Donc, il a commencé, donc en ce temps, l'arabe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'avait pas vraiment ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, donc le 8e siècle se poursuit avec l'islamisation, mais elle était loin d'être généralisée. Il y avait encore des gens, des païens partout au 8e siècle. Il y avait encore des gens qui étaient païens et qui étaient chrétiens et qui étaient les juifs, n'en parlons pas, les juifs. Et Ibn al-Hakim, l'historien égyptien, enfin, il écrit en allant vers Tlemcen se promener, il disait, il était surpris par l'importance des églises. Il était jamais à Tlemcen, Ibn al-Hakim, non, attends, je le confonds. Attends, je le confonds, Ibn al-Hakim. Qui a écrit, je comprends. Peut-être le Bekri, oui. Non, le Bekri n'est jamais sorti, le Bekri. Le Bekri n'est jamais sorti d'Andalousie. Ibn al-Hakim, il est resté toujours à Ocar. Il n'est jamais. Est-ce que c'est est-ce que dans le précis de l'Athir, je ne sais pas, mais l'idée que. Peut-être l'Athir, oui, Ibn al-Athir, Ibn al-Adari. L'idée que il y avait encore des églises au 9e et 10e siècle est connue. Que déjà, continuer à confesser, ne parlons pas de judaïsme. C'est Idriss qui a fini, il a effacé le christianisme que le judaïsme au Maroc. C'est Idriss. Et aussi, le Bakri aussi a parlé de ça. Ah, là, c'est clair. Oui, le Bakri, il a parlé de la persistance du tombeau de Saint-Cyprien. Comment il était visité encore quand il a écrit, parce qu'il n'est jamais passé. Quand il a écrit, il a entendu les gens lui parler. Il a noté, le Bakri, il a noté ce que les gens lui disaient. Et pour un petit point, monsieur, je reviens à un petit point où on a fait une analogie, et je n'arrive pas à la saisir de la même manière. Lorsque vous parlez que les Arabes étaient des mercenaires, les Berbères étaient des mercenaires dans les rangs des Arabes avant l'arrivée de l'islam, là je ne le trouve pas sur mes références que je connaissais de l'histoire. Mais qu'est-ce que vous entendez par mercenaire? Je vais compléter. Qu'est-ce que vous entendez par mercenaire? Mercenaire, laissez-moi terminer, monsieur, au moins pour la phrase, au moins pour la question, si c'est une question, ou bien on s'interroge ici tout. La deuxième, c'est lorsqu'on fait l'analogie avec les Carthaginois où les Berbères étaient dans les rangs. C'est vrai. Les Berbères comptaient 67 500 Oziens. Oziens, c'est une grande tribu du côté de Triton, du côté du sud tunisien en venant vers l'Orès. On les appelait la tribu Oziens. C'est pas originaire de la Turquie. Oui, je vois les Oziens, 67 500 sur un total de l'armée punique qui comptait 70 000 hommes ou bien soldats vers les années 500 avant Jésus, au temps de Matthias, au temps de Magan, la première famille dit Magan. Et c'est là qu'il y avait ce chiffre. Donc, c'était une armée carthaginoise. Moi, c'est lorsqu'on parle de l'armée carthaginoise, moi, je comprends, c'est une armée berbère, au profit d'un État berbère, présidé ou géré, où le punique, le phénicien, n'intervient que comme roi, et c'est tout. Même. Permettez-moi de vous interrompre là-dessus. Non, je vais vous interrompre là-dessus. Non, je vais vous interrompre parce que c'est le fondement. Après, si je vous interromps, parce que rappelez-vous, lors des premières guerres puniques, les soldats berbères n'ont pas été payés. Et rappelez-vous ce qu'ils ont fait. Ils ont brûlé une bonne partie. Ils ont brûlé une bonne partie de. Ce que je veux dire, monsieur, vous m'avez pas compris ce que je veux dire. Moi, je veux dire qu'Hannibal lui-même, dont on prétend carthaginois, est-ce que vous connaissiez que le berbère, là, Hannibal, il avait son frère Magan, c'est l'encyclopédie de l'agriculture, il n'est pas carthaginois, c'est un berbère.
Et à l'origine, ils étaient nés à Cyrène, en Libye. C'est des Berbères nés en Libye. C'est pas le premier Phénicien qu'on appelait Hannibal vers 450 avant Jésus. Là, c'est le deuxième, c'est vers les années 238-40. Avec Hannibal et Magon n'étaient que des frères. À l'origine, nés à Cyrène, et ils avaient vécu le Baaj à Carthage. Et puis, ils étaient des militaires. L'autre militaire et l'autre, il s'est retiré de la vie militaire pour devenir un chercheur en agronomie. Voilà ce qui est berbère. Donc, Carthage en elle-même ne fait que le son chapeauté par les Phéniciens, mais il n'y a pas d'apport phénicien, à vrai à dire, comme on le donne. C'est du faux. Oui, oui. C'est utilisé contre les Berbères. Mais ceci dit, l'autorité était bien phénicienne, l'autorité. Elle n'était pas berbère. Oui, voilà, l'autorité était phénicienne. C'est moi qui... Monsieur Cohen, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Justement, c'est là-dessus, sur... Il y a plusieurs choses. D'abord, la perméabilité des populations berbères autour de Carthage aux Phéniciens me paraît grandement négligée. Hein. Encore une fois, jusqu'au 5e siècle, au moins jusqu'au 5e siècle, les berbères, voilà, donc encore une fois au sens large, qui vivaient autour de Carthage, utilisaient le punique. Et tout à l'heure, je me souvenais plus sur quoi je voulais intervenir à propos de la langue arabe, mais encore une fois, comment dire, la connaissance du punique et donc la connaissance du phénicien, si vous voulez, par la population berbère, et notamment par les élites berbères. Parce que quelqu'un comme Massinissa, par exemple, quelle langue parlait Massinissa? Mais comme beaucoup d'aristocrates berbères, il ne parlait déjà plus le berbère. Il parlait probablement... Enfin, il était en partie hellénisé. Enfin, quand je dis parler... Excusez-moi, j'exagère. Voilà. Oui, ils avaient étudié... J'ai tordu le bâton dans l'autre sens. Mais oui, non, mais c'est vrai. Hellénisé et phénicisé, si vous voulez. Donc, c'est important d'avoir aussi cette perception-là des choses. Et sur la conquête, sur la conquête arabe, justement, cette place d'une langue écrite me paraît fondamentale dans les succès, dans la constitution d'une élite, dans la constitution d'une administration aussi, qui n'a été possible que par une langue écrite qui s'est constituée effectivement petit à petit. Je voulais intervenir sur un dernier point. Oui. Après, voilà, c'est terminé. Mais oui, je pense que je pensais à la réaction qu'a eu M. Sassi au sujet des Berbères mercenaires. Bon, arrivé à ce stade du débat, je pense qu'il faut quand même, voilà, se dire les choses en disant que les Berbères ne sont ni plus ni moins héroïques que les autres peuples, ni plus ni moins glorieux que les autres, ni plus ni moins corruptibles que les autres. Ils appartiennent tout simplement à l'humanité. Et dans ce sens-là, moi, c'est pour ça que j'ai une lecture politique de l'histoire d'ailleurs. Hein. C'est parce que j'essaye de faire en sorte que on ne réduise pas une population à quelque... Alors, je l'ai fait avec les Juifs d'Afrique du Nord, mais ça pourrait s'étendre en berbère, à quelque chose d'exceptionnel. En réalité, aucune société n'est exceptionnelle. Vous voyez. Oui. Voilà. Et je voudrais rebondir sur la notion le comportement des Arabes, surtout de la noblesse arabe, qui était à l'origine de beaucoup de mécontentements. Donc, ils se sont retrouvés, les Berbères se sont retrouvés payés comme autrefois à l'époque romaine, qu'on leur imposait l'impôt de la capitation et une taxe romaine, dont le montant identique pour toutes les personnes, et identique pour toutes les personnes, et il ne repose pas sur les biens ou sur les revenus. Il est dû à la simple raison de l'existence de la personne, on l'a taxé.